Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Mon Beau Fauteuil. Aujourd'hui, j'accueille Sacha Tonioli. Et Sacha est ébéniste, mais il a une spécialité qui concerne particulièrement les tapissiers. Et j'ai rencontré Sacha par hasard pendant les Journées des métiers d'art. Il vient d'ouvrir une chaîne YouTube sur laquelle, dont je vais vous mettre le lien. Il va vous en parler. Et en tout cas, sur cette chaîne, il parle de son parcours, de sa spécialité d'ébéniste. Et bah, je me suis dit, c'est pas possible que je rencontre pas ce garçon et qu'on parle de sa spécialité, vu que ça me concerne particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, bonjour Sacha, je suis ravie de te rencontrer. On s'est jamais vu en Oui. vrai parce que Non, pas c'était à cause du encore. confinement. Et donc là, c'est la période du déconfinement, mais on n'a pas encore eu l'occasion de se voir en vrai. Donc là, on fait ça en... par Internet. Comment vas-tu? Voilà. Bah, ça va très bien. On se déconfine progressivement. Ouais. Et Alors, toi? raconte-nous, vas-y, raconte-nous. Donc, tu t'appelles Sacha Tognoli. Qu'est-ce que tu Voilà, donc je fais? Où est-ce m'appelle que tu es Sacha installé? et aujourd'hui je suis artisan d'art en ébénisterie et je suis spécialisé en menuiserie en siège. Donc en effet, nos métiers entre tapissier et menuisier en siège sont censés être assez proches pour produire des assises. Et moi, en fait, j'ai surtout suivi un parcours de reconversion puisque je faisais absolument pas ça avant. Et je me suis reconverti il y a maintenant 5 ans, 5-6 ans. Ah, d'accord, ça fait quand même 5, 6 ans. Et alors, qu'est-ce que tu... Ouais, Alors, j'ai fait 3 ans de formation, donc ça fait 5 ans, ouais, parce que ça va bientôt faire 2 ans que je suis à mon compte et j'ai fait 3 ans de formation avant. d'accord. OK. Alors, ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est déjà que tu expliques ce que c'est que menuisier en siège, parce qu'il il y a plein de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est, et surtout, c'est vraiment une spécialité dans l'ébénisterie et menuiserie. Et puis après, tu vas aussi Ouais. nous expliquer ce que tu faisais avant et comment tu en es arrivé à faire ça. Parce que c'est deux mondes qui, a priori, sont opposés, mais c'est vachement intéressant. Alors, Et ben, alors du coup, être menuisier en siège, c'est assez simple. C'est la personne qui va concevoir et fabriquer tout type de siège. Donc ça va de la chaise au fauteuil, ça peut être des structures de pouf, etc. Et voilà, souvent nous on va fabriquer essentiellement la carcasse et ensuite c'est sur cette carcasse que le tapissier d'ameublement, comme toi tu le fais, va venir garnir, gainer de cuir, etc. En sachant que voilà, en fonction des types d'assises, traditionnellement c'est comme ça que ça se fait. Notamment moi j'ai suivi une formation à l'IFOL-le-Grand, donc qui est un peu la capitale du siège en France. Et donc il y a oui. vraiment voilà le métier de menuisier en siège d'un côté et le métier de tapissier de l'autre. En sachant que moi en étant à mon compte, parfois j'ai des collaborations avec des tapissiers et parfois quand notamment là sur une chaise j'ai un gainage en cuir, c'est moi qui vais le réaliser. Et alors, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? Et aussi, pourquoi spécifiquement la menuiserie en siège? Alors moi, c'est un métier que je connaissais absolument pas avant. D'ailleurs, c'est un peu bête à dire parce que forcément, il y a quelqu'un qui a fabriqué les chaises sur lesquelles on s'assoit tous les jours. J'avais jamais forcément pensé à ça et je connaissais pas du tout. Voilà, je savais même pas qu'à 1 heure de chez moi, il y avait le bassin de Neufchâteau et de l'Ifol-le-Grand. Parce que tu Mais habites où? Tu habites où? oui, j'habite Nancy, donc en Lorraine, et voilà, le bassin de l'Ifol-le-Grand, c'est au début des Vosges, dans la plaine des Vosges, donc à 1 heure au sud de Nancy. Donc c'est vraiment tout proche. Voilà, la Lorraine est un peu, enfin, en tout cas, historiquement, on connaissait le travail du verre avec des entreprises comme Dôme, comme Baccarat. Mmh. Bien sûr, il y a eu l'école de Nancy, etc. Mais voilà, je n'étais pas forcément au courant qu'il y avait encore un tel bassin à proximité de chez moi. Et c'est quand j'ai fait mes démarches pour essayer de me reconvertir que voilà, j'ai été suivre un CAP en ébénisterie à Neuchâteau. Et c'est là que, en étant sur place, en faisant des stages dans les entreprises, j'ai découvert les menuisiers en siège et à la fois le type d'objet, donc la chaise, le fauteuil, ça m'intéressait particulièrement. Et puis aussi voilà, le travail en lui-même, qui est un travail vraiment passionnant, où par rapport à quand on est ébéniste, on va dire sur des projets parfois un peu plus simples, on travaille souvent en 2D. Là, en menuiserie en siège, on est tout de suite dans l'art de la courbe. Donc voilà, c'était ça qui était intéressant. Et le travail manuel, puisqu'on utilise beaucoup d'outils manuels en plus de nos machines. Plus que dans les autres spécialités d'ébénisterie? Alors, ça va dépendre forcément les spécialités et puis le type de travail qu'on réalise, parce qu'il n'y a pas une seule manière d'être ébéniste. Oui, Euh, c'est vrai. mais, euh, mais voilà, quand même, en tout cas,
pendant la formation, en CAP ébénisterie et ensuite en CAP mesure en siège, il y a vraiment une différence. En CAP mesure en siège, on est quasi essentiellement sur des outils à main, un peu la scie à ruban, on va un peu courailler aussi nos pièces, mais après on est à la râpe, la guimbarde, la râtoir, La les ciseaux, le guimbarde, c'est quoi la guimbarde? alors, la guimbarde, c'est un peu particulier parce que je sais que c'est le terme qu'on utilise à l'IFOL-le-Grand et que c'est pas le même terme à Paris. À Paris, on va parler d'une raclette. Ah, Ça, d'accord, ok, je vois ce que c'est alors. et D'accord. une guimbarde, c'est, on va dire grossièrement, c'est un racloir qu'on va mettre dans des pièces de bois et qui va nous permettre de faire un état de surface vraiment très propre. Ok, d'accord. La guimbarde, ils appellent ça ici dans l'est de la France Voilà, c'est ça. À ah Paris, oui, la oui. guimbarde, c'est vraiment autre chose, mais voilà, moi j'ai appris comme Oh, ça. Donc, d'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Et alors, juste avant qu'on continue sur la spécialité menuisier en siège et le travail de collaboration avec les tapissiers, j'aimerais que tu nous dises, que tu nous parles un petit peu de ton parcours de formation. Enfin, pourquoi tu parles de reconversion? Qu'est-ce que tu as donc alors, fait parce que avant? Alors, du coup, moi, avant, j'étais vraiment pas du tout dans dans le secteur des métiers d'art, parce que j'ai surtout fait, bon, après le bac, je me cherchais un peu, j'étais bon étudiant, mais je savais pas vraiment quoi faire, donc j'étais un peu orienté par les profs, et puis avec un Oh, parcours un peu classique. Enfin, j'ai fait une prépa littéraire, et puis ensuite, j'ai fait plutôt des études de droit. J'ai fait ma licence de droit à Nancy, ensuite j'ai fait un master de sciences politiques à Paris. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler 2 ans comme assistant parlementaire pour une sénatrice de l'Essonne. Donc voilà, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et à la fin de son mandat, je suis retourné en cours pour moi finir mes études. Donc à ce moment-là, je j'avais toujours pas une vraie idée de ce que je voulais faire. Donc voilà, le domaine du droit, de la science politique, ça m'intéressait, mais moi, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Mais j'ai quand même fait donc une dernière année une prépa ENA pour d'accord. préparer les concours de la haute fonction publique. Et c'est quand, voilà, quand j'étais en train de passer ces concours et que j'étais admissible à certains, et donc ça a commencé à devenir un peu plus réel que juste étudier pour ça, que je me suis rendu compte que voilà, je savais que ça rendrait fier mes parents, mais que ça ne me satisferait pas, que le travail en bureau, ça ne me permettait pas de m'épanouir comme je le souhaitais. Mais j'avais toujours pas vraiment une idée de ce que je voulais faire, mais en tout cas, je savais qu'il fallait que je change. Donc, j'ai décidé de tout arrêter et de partir voyager pendant un an. Alors, D'accord. je l'ai un peu vendu à mes parents en mode, voilà, j'ai eu tel concours, donc j'ai le droit d'en bénéficier pendant 3 ans. Donc, quand je reviens, je deviens fonctionnaire. Filou. Je savais que dans ma tête, il y avait peu de chances que ça se passe comme ça, mais c'était aussi pour moi une sécurité. Donc, ouais, je suis parti voyager un an et Et alors, tu as voyagé, tu es allé où? alors, je suis parti en sac à dos et donc j'ai surtout fait 6 mois en Asie, en commençant par le transsibérien et puis en gros 6 mois en Amérique du Sud, Excellent. en Patagonie. Donc voilà, ça a été à la fois un moment de coupure assez important qui m'a permis aussi peut-être de me détacher de mon quotidien, d'obligations, etc. et de me concentrer un peu plus sur ce que je voulais. Et puis surtout en traversant pas mal de pays qui sont j'aime pas trop ce terme-là, mais qui sont en développement. C'est des pays dans lesquels le travail manuel, les artisans sont beaucoup plus visibles qu'en France. Et voilà, je pense que le fait de les revoir travailler, j'ai rencontré aussi un couple de Hollandais avec qui, au final, on a voyagé pendant 2 mois en Patagonie. Et lui est toujours artiste plasticien aux Pays-Bas. Et voilà, de travailler, discuter, d'avoir son studio, son atelier, etc., ça m'a vraiment donné envie. Et voilà, quand je suis revenu en France, j'avais cette volonté de me reconvertir, de travailler le bois. C'est un peu compliqué à dire pourquoi le bois, mais voilà, ça m'est venu assez naturellement. C'est une matière chaleureuse. Et puis, Tout à coup, tu t'es dit, tu as ressenti que c'était qu'il fallait bosser le bois, quoi. oui, après, en fait, voilà, je savais que j'avais envie de travailler de mes mains. Je savais que j'avais envie aussi de faire de la création. Euh, et la matière que j'avais envie de travailler, voilà, c'est venu assez naturellement le bois. Après, ça fait un peu ésotérique de dire ça, mais voilà, à ce moment-là, je faisais beaucoup de trek dans des forêts. Enfin, donc, Ouais. euh, Non, voilà, c'est mais une ça n'a rien matière que. d'ésotérique. Ça n'a rien d'ésotérique. C'est totalement, c'est ton expérience et c'est hyper Oui, non, intéressant. voilà. Ouais, c'est parfait. Mais, Très bien. mais voilà, moi, j'avais aucune expérience dans tout ça. Et quand je suis rentré en France et que j'avais ce projet-là,
Donc voilà, rapidement, je me suis dit, l'ébénisterie, c'est le mieux dans les métiers du bois pour ce que je veux faire, parce que ça me permet d'être à une échelle sur laquelle on peut travailler et créer des objets. Parce qu'à un moment donné, je pensais aussi à faire de la charpente maritime. Mais bon, voilà, j'avais plusieurs pistes, mais je me suis vraiment fait mes recherches sur l'ébénisterie. Et c'est là que, voilà, que j'ai rencontré des gens de la région Lorraine à l'époque. Maintenant, on est Grand Est. Et j'ai découvert qu'en Lorraine, voilà, il n'y avait pas que le verre, il n'y avait pas que les hauts fourneaux du nord de la Lorraine, mais il y avait aussi le bassin d'ameublement à Neufchâteau. Et la région finançait des formations. Donc, c'était une grande chance pour ça, parce que en rentrant de mon voyage, j'avais absolument plus d'argent. Donc là, c'était des formations financées par la région. Et donc, j'ai pu entamer mon parcours de reconversion donc en allant m'installer à Neufchâteau et en commençant par mon CAP en ébénisterie. Excellent. Et donc voilà, te voilà donc faire cette formation. Petit à petit, Voilà. tu te rends compte qu'à côté de Neufchâteau, il y a tous les fabricants de sièges et que c'est vraiment… Ben ouais, en fait, en formation, donc c'était des formations pour adultes. Donc, on était à moitié dans un lycée pro et à moitié dans un centre d'apprentissage. Donc, le lycée pro, c'était à Neufchâteau et le centre d'apprentissage, c'était à Liffol-le-Grand. Donc, c'est 10 minutes de Neufchâteau. C'est vraiment une petite commune des Vosges, environ 2000 habitants, mais c'est là qu'il y a toutes les grosses manufactures et des manufactures qui sont très anciennes. Hein. Certaines, elles ont plus de 150 ans. Exact. Et voilà, donc j'ai côtoyé à la fois des gens qui étaient en CAP menuiserie en siège, qui étaient sur les établis d'à côté, donc je voyais un peu ce qu'ils faisaient. Je voyais aussi leur formateur, qui est meilleur ouvrier de France, et qui avait l'air d'être un super formateur. Et puis j'ai fait des stages des stages d'ébénisterie au départ dans ces boîtes-là. Et c'est là que j'ai pu aussi voir que c'était un métier où il y avait de la création, enfin il y avait un travail de production de chaises de style, mais qu'il y avait aussi voilà, une création contemporaine. Et ça m'a vraiment donné envie de rentrer un peu dans ce monde-là et puis d'apprendre à travailler spécifiquement sur les assises. Donc voilà, j'ai candidaté pour une deuxième année et j'ai intégré le CAP en menuiserie en siège avec ce formateur, Jean-Pierre Langrand, qui est le meilleur ouvrier de France, donc, qui a passé aussi qui a passé lui toute sa carrière professionnelle dans les manufactures de l'IFOL. D'accord. Donc, voilà. Moi, j'ai eu la chance, la grande chance, parce que c'était sa dernière année, donc de pouvoir bénéficier de son enseignement qui était forcément très, très riche. Tu penses que le voyage que tu as fait t'a ouvert l'esprit à des choses dont tu avais un peu des intuitions, mais que ça a vraiment ouvert ton regard sur la manière dont tu voyais le monde et comment fonctionnait l'industrie, les choses artisanales ou la relation à la nature, vu que tu as parlé de la forêt et que c'est une des choses qui a… Est-ce que tu penses que sans ce voyage, tu aurais fait ce chemin-là? Alors non, je pense que justement, à double titre, il y a déjà sans même parler de voyager dans certains pays, etc., mais le fait pendant un an, de plus être dans ces obligations, j'avais aussi, moi, de mon côté, beaucoup de responsabilités militantes. Donc voilà, là, j'étais complètement libéré de tout ça. Donc, je pense que ça m'a permis de me concentrer vraiment sur moi-même. Exact. Pas forcément été avant, et donc de me poser les bonnes questions et d'apporter les réponses. Et parallèlement, voilà, le fait comme je l'ai dit, de traverser des pays dans lesquels l'artisanat est beaucoup plus présent dans la vie quotidienne des gens. Parce que maintenant, en France, pour trouver un atelier d'artisan d'art dans un centre-ville, ils sont de plus en plus rares. Dans des pays, enfin, je pense, tous les pays que j'ai traversés quasiment au final, mais je pense particulièrement en Inde, où vous avez des quartiers entiers, ça va être des zingueurs, ensuite des quartiers entiers, des plombiers, enfin, que sais-je. Donc, on les voit au quotidien travailler de leurs mains. Le bois, d'ailleurs, je pense que c'est un des artisanats qui est le plus développé parce que c'est une matière première qu'on trouve partout sur la planète et assez facilement, entre guillemets. Donc, on voit beaucoup de gens travailler le bois. Et puis, en fait, je me rappelle surtout d'un moment, ça faisait 4 mois que je voyageais, j'étais en Inde et bon, je m'éclatais à voyager, mais je ressentais un petit peu un manque d'utilité sociale parce que là, pour le coup, j'étais pour le coup vraiment centré que sur moi-même parce que je n'apportais pas la pierre à l'édifice. Et je me rappelle à Calcutta, genre, je ne pourrais plus te dire le nom, mais il y a un quartier qui regroupe en gros je vais dire ça en grand, mais les céramistes de Calcutta et qui toute l'année travaillent spécifiquement pour une fête dans l'année
en l'honneur de la déesse de Calcutta, qui est la déesse de la destruction. Donc les familles leur commandent des grosses sculptures, etc., sur lesquelles ils travaillent toute l'année. Et le jour J de la fête, ils embarquent ça dans la rivière et ils le jettent dans la rivière. Donc c'était assez intéressant de me dire en plus, moi je suis Incroyable. spécialement spirituel, enfin je sais pas des choses dont je suis proche, mais je trouvais assez fou de se dire que je trouvais ces gens-là plus utiles que ce que moi je faisais, même en étant avant, je me prédestinais à la haute fonction publique. Des gens qui travaillaient toute l'année en l'honneur d'une déesse et dont l'œuvre était éphémère puisqu'elle partait tout de suite dans la rivière. C'est là que je me suis dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe là, et c'est là que j'ai commencé un peu à me dire que j'avais envie de travailler de mes mains. Ça a toujours été quelque chose que depuis tout petit, j'aime bien un peu bricoler, un peu dessiner, etc. Mais je ne l'avais jamais assumé. Et cette année-là, ça m'a permis de prendre suffisamment confiance dans ce que je voulais faire pour l'assumer auprès de mes proches. Exactement. Il fallait déjà l'assumer auprès de ses parents. Donc, c'est magnifique ce que tu viens de raconter de ça, que oui, que tu as, en fait, eu une vraie prise de conscience et ça a du coup changé, j'y suppose, ton engagement politique ou peut-être même tes convictions. Enfin, ça a un peu déplacé les… Alors, tu as dit que tu étais engagé politiquement et surtout que alors, au final, ça rejoignait complètement, on va dire, mes préoccupations, tant en termes environnementaux que aussi en termes de social, d'épanouissement au travail, etc. Et c'est ça que j'aime bien aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus du tout militant parce que, bon, pour X et Y raisons, mais notamment déjà parce que quand on est artisan d'art, on n'a pas non plus énormément de temps à côté. Mais je vis mon engagement aujourd'hui dans mon métier. C'est une manière différente, on va dire, de vouloir changer le monde. C'est-à-dire que là, j'essaye d'appliquer. Voilà, je suis pas. J'essaye de potentiellement convaincre des gens de l'intérêt de ces métiers-là et de ce qu'ils apportent en termes de relocalisation de l'économie, de circuits courts, de lutte contre le réchauffement climatique, mais pas en faisant des grands discours comme on le fait quand on est militant, mais en étant dans sa vie quotidienne à appliquer tout ça. Donc, c'est une sorte de continuité, en fait. C'est montrer l'exemple en faisant, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis en montrant voilà, qu'il y a d'autres manières de produire, même si voilà, voilà, être artisan d'art, c'est un engagement quotidien, tu dois bien savoir. C'est pas tous les jours facile. La période qui s'ouvre, on est un peu tous dans le brouillard, mais ça vaut le coup de s'accrocher à ça et de se dire qu'il y a des choses à faire. Et que les métiers d'art, c'est pas juste la défense du passé, d'un patrimoine, ça l'est, c'est quelque chose d'important, mais c'est aussi des enjeux actuels et pour moi des métiers d'avenir. Exactement, c'est pour moi, en tous les cas, c'est aussi la construction de l'avenir. C'est super intéressant ce que tu nous dis et c'est très encourageant à mon avis et c'est porteur d'espoir, quoi. C'est très, très chouette. Je trouve qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Enfin, d'une manière générale, je pense qu'il y a de plus en plus de gens et j'en suis un parfait cliché, hein, de gens qui, on va dire, viennent d'études supérieures et puis qui ne sont pas satisfaits dans leurs conditions de travail et qui se reconvertissent. Alors, ça va souvent, il y a soit les métiers de bouche, soit les métiers de l'artisanat d'art. C'est souvent les deux secteurs en gros. Donc, moi, régulièrement, j'ai des gens au téléphone qui ont trouvé mon parcours et qui souhaitent me poser des questions sur ma reconversion. Mais là, avec le confinement, surtout au début du confinement, là, j'arrêtais pas au téléphone. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont permis, sont pris le temps du confinement pour réfléchir à ce qu'ils voulaient vraiment et que juste gagner son argent en se disant qu'on a du temps libre à côté, c'était pas forcément suffisant pour leur épanouissement. J'ai moi-même vu ça puisque j'ai aussi eu plein d'appels et de gens qui m'ont posé beaucoup de questions sur tout ça pour des formations, des reconversions, c'est vrai. Bon, alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du cœur de ton métier. Parce que comment tu fais pour collaborer avec les tapissiers? Et je sais que tu fais aussi de la création et j'aimerais bien que tu nous parles de ton travail de création et comme ça, je pourrais le montrer. Et, voilà, les gens pourront découvrir ce que tu fais, quoi. Hein. Alors, la collaboration avec les tapissiers, c'est presque, je vais en parler un peu en négatif. Je le trouvais déjà en formation, c'est qu'il y avait les tapissiers
qui étaient dans la section d'à côté, donc qui étaient à l'étage du dessus, leur atelier. Et nous, on était à l'atelier bois en dessous. Et au final, il n'y avait pas du tout d'échange entre nos sections. Alors, c'est aussi parce que les plannings sont chargés, etc. Mais je trouvais ça dommage parce que moi, très concrètement, voilà, j'ai un peu une idée de ce qu'a besoin un tapissier pour travailler sur une chaise que je lui donne, mais c'est très approximatif. Or, pour le coup, on ne peut pas concevoir une chaise et fabriquer la carcasse sans avoir vu son tapissier avant pour savoir ce dont il avait besoin. Donc, c'est ça que je veux dire en négatif, c'est que moi, je n'ai pas encore non plus une expérience de collaboration qui est très riche avec des tapissiers. Je l'ai fait quand même si 3 ou 4 fois, notamment parce que sur Nancy, on a créé un collectif d'artisans d'art qui s'appelle Biarty et dans lequel il y a une tapissière d'ameublement. Qui s'appelle comment? Delphine Menou, et donc sa boîte est l'atelier DM, de ses initiales, et donc qui a déjà tapissé des fauteuils pour moi ou que j'avais fait pour des amis. Et à l'inverse, je pense que les tapissiers, pour en discuter avec pas mal d'entre eux, surtout ceux qui vont vouloir faire de la créa et pas être juste dans la restauration de carcasses que des clients vont leur ramener. C'est compliqué pour vous parce que vous n'avez pas forcément une facilité à pouvoir créer une carcasse par vous-même. Et si vous demandez à un collègue, ça va forcément coûter un peu cher. Donc, je pense qu'il y a une vraie synergie à avoir entre les menuisiers en siège et les tapissiers, en sachant qu'il y a assez peu de menuisiers en siège aujourd'hui en France, en tout cas en mode artisan, mais au moins aller voir son ébéniste pour des carcasses. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire, quoi. En fait, le problème de ça, des collaborations entre les métiers, et notamment les menuisiers en siège et tapissiers, c'est le coût final, le coût final des produits. Et au 18e, je pense à ça parce que c'est un truc que j'explique souvent à mes élèves, et peut-être que tu sais ça. Tu sais qu'on pose des clous dorés sur les fauteuils. Ouais. Et au 18e, quand on fabriquait les sièges à l'unité ou des pièces exceptionnelles et tout ça, les tapissiers se mettaient d'accord avec les menuisiers en siège pour déterminer la taille exacte des traverses pour qu'ils puissent accueillir sans difficulté le nombre de clous que l'on allait mettre et qui avait été choisi selon le diamètre du clou de décoration. Et donc, forcément, ça demandait une attention de tous les métiers qui était extrême et donc un coût énorme qui, à l'époque, pouvait être amorti, enfin, était financé par les États. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce genre, et ça, c'est vraiment pour moi le summum de la collaboration entre tapissier et ébéniste, c'est que de se mettre d'accord sur la taille du nombre de… parce qu'aujourd'hui, tu veux mettre des clous industriels sur une traverse, eh ben, à tous les coups, tu te retrouves, ils sont obligés d'être chevauchés, quoi. Ou alors, tu es obligé de les espacer. Et donc, voilà. C'est aussi la… Alors, du coup, c'est la difficulté parce que ça coûte cher, mais c'est l'avantage de nos métiers, c'est que nous, on va pouvoir travailler sur mesure. Donc, potentiellement, voilà, au menuisier à s'adapter à quelques millimètres pour remplir ta cote. Je pense que c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans les manufactures. Donc, il y a d'un côté l'atelier de tapisserie, de l'autre côté l'atelier des menuisiers en siège, des prototypistes. Quand ils font de la création, alors dans l'idéal, c'est comme ça que ça devrait se passer et c'est comme ça qu'ils essaient que ça se passe. Il y a des échanges, quoi. Nous, on n'est pas dans les mêmes espaces puisque les ateliers de nos collègues tapissiers, ils sont à l'autre bout. Et puis, de faire mutuellement appel à l'un ou à l'autre, on sait c'est quoi quel est le prix, le coût d'une heure de travail pour un artisan d'art. Alors, tu es en train d'essayer d'inventer, de trouver un modèle économique qui pourrait permettre des collaborations fructueuses entre les métiers d'art? En tout cas, moi, ce que je peux dire, encore une fois, il y a 10 000 manières de concevoir son métier et puis il faut bien y réfléchir pour justement mettre en œuvre les process possibles. Si tu veux faire de la création et t'éclater dans la création, c'est de s'orienter quand même vers un marché du haut de gamme, quoi. Mais du coup, c'est la difficulté si ensuite, moi je vois là, les prix de certaines chaises que je vends, là, quand je me suis mis à calculer le prix auquel je devais les vendre, ça fait tout de suite peur. Et c'est une chaise que j'ai justement conçue en me disant, voilà, dans la boîte dans laquelle je faisais mon stage là, au CERFAV, ils m'ont appris à gainer en cuir sur des choses simples, parce que c'est aussi un métier à part entière. Donc, je ne peux pas dire que
je maîtrise, mais voilà, pour ce que je voulais faire, j'ai appris à le faire. Et je me suis dit, voilà, je vais le faire pour ma chaise, comme ça, c'est des heures de travail En que je interne, ouais, maîtrise. exact. Mais ça a ses limites, déjà, ça a ses limites parce que c'est un métier à part entière. Donc, soit ça va me limiter dans ce que je veux faire pour faire des choses plus simples, soit je vais le faire moins bien qu'un tapissier. Et donc, voilà, moi, j'aimerais vraiment avoir des collabs avec des collègues. Comme j'ai dit, nous, on a monté un collectif d'artisans d'art sur Nancy, donc ils font tous de la création contemporaine, dans lequel d'ailleurs il n'y a pas que des artisans d'art, il y a des graphistes, des photographes, des scénographes, des architectes. Donc ça nous permet d'essayer en tout cas d'avoir l'esprit un peu alerte, de discuter des créas de chacun. Ça nous permet de nous ouvrir l'esprit, d'avoir un peu Bien sûr. d'émulation sur chacun de nos projets, de connaître les univers des autres et puis d'avoir des affinités qui se créent et de vouloir avoir des projets en commun. Du coup, est-ce que tu penses que ton métier, il est quand même, il peut être comme même indépendant des autres, il peut exister indépendamment des autres métiers d'art comme la tapisserie de siège, ou c'est quand même très dépendant, tu trouves? Donc, je pense que on est des métiers qui sont interdépendants, mais clairement, moi, c'est ce que j'ai vu en formation et là, avec mes collègues, on l'est beaucoup moins que vous, Oui, parce que vous, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé. Alors, c'est la chance, entre guillemets, enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe pour toi, mais nous, ici, les tapissiers, en allant voir les manufactures à l'IFOL, elles peuvent assez facilement et pour vraiment pas cher trouver des carcasses, des vieilles carcasses qu'elles vont retaper, etc. Donc ça, je pense que ça se fait relativement bien, mais elles sont quand même dépendantes de ça, quoi. mmh. Et dès qu'un artisan va vouloir, dès qu'un tapissier, là j'en discutais avec un autre tapissier qui fait pas mal de créations, qui s'appelle Gildas François, Mmh. oui, donc qui est installé à Metz, et on discutait là, une de ses dernières créations, c'est des poufs vraiment, vraiment chouettes. Quand on fait un pouf du coup, qui est entièrement recouvert, c'est aussi beaucoup moins de temps passé que si on demande une carcasse en bois qui doit être ultra bien finie. Et donc, il va Exactement. demander un temps de création assez fou que le tapissier il va pas forcément avoir l'argent pour ça, quoi. D'où la nécessité, encore une fois, j'en reviens à ça, et je pense qu'il faut s'y résoudre et connaître un peu sa cible commerciale, de viser le haut de gamme et voire le luxe pour trouver des clients qui connaissent à la fois les prix des artisans d'art et puis qui en ont les moyens. Et alors du coup, comment tu fais pour, trouver tes clients haut de gamme? Alors, bah, c'est pareil, j'aimerais pouvoir donner la solution comme ça. D'accord. Et faire une chaise, ça fait qu'on fabrique un objet très cher euh, si on compare à faire un buffet, etc. En fait, donc, c'est très compliqué aujourd'hui de ne faire que des chaises. Donc Et alors moi, tu fais quoi? la chose que j'ai fait, bah, moi là, justement, là, je suis en train de travailler sur une toute petite gamme de mobilier qui puisse aller autour notamment d'une chaise que j'ai faite là, quand j'étais en formation. Qui Et puis s'appelle cette ensuite, chaise, c'est laquelle chaise? alors, qui s'appelle Ironde. Donc c'était un Oui, des deux projets. Donc comme je disais au Sarfage, on devait travailler sur un projet artistique et un projet design. Donc ça, c'était mon projet design, c'était vraiment de faire une chaise fonctionnelle sur laquelle on puisse s'asseoir et sur laquelle je voulais travailler la question des assemblages pour deux raisons. Déjà personnelles, parce que euh, j'ai toujours aimé les assemblages en bois et toute la grammaire, les géométries que ces assemblages créaient. Et puis aussi parce que c'est l'essence même pour moi de notre métier, c'est d'assembler des pièces de bois ensemble. C'est un peu bête à dire, mais il faut quand même le rappeler. Et ce qui explique d'ailleurs, je pense, la difficulté de nos métiers, là, particulièrement dans les gens en siège, avec l'arrivée du métal et du plastique thermoformable, où on fait une chaise avec un seul moule. Euh, les assemblages et donc le travail du bois a perdu un peu de sa superbe. Et donc voilà, je voulais remettre cette tradition-là en avant et je voulais montrer ce qui se passe à l'intérieur des assemblages. Donc voilà, la patte que j'ai vraiment apportée sur cette chaise, c'est de faire des assemblages que je travaille en résine mmh. avec du bois. Et donc on peut voir à l'intérieur de l'assemblage ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est ma création, enfin, principalement la chaise que j'ai conçue. Est-ce que tu peux nous dire le prix d'une chaise comme celle-ci? Ou ça dépend? La chaise ronde, alors ça va dépendre de pas mal de paramètres, de l'essence et puis aussi du type de D'accord. cuir que je vais utiliser. Mais le prix de départ, là, c'est 1 190 € une chaise. Mmh. Donc voilà, D'accord, très c'est bien. un prix
D'ailleurs, voilà, on s'excuse toujours de nos prix, mais Non, voilà. non, alors ça, je veux pas, il n'y a pas de ça sur cette chaîne, hein. Mais oui, non, Je mais du coup, t'interdis de t'excuser de tes prix. voilà. Tu connais beaucoup de collègues menuisiers en siège? Je n'ai pas vraiment les chiffres, mais moi, ce que j'avais vu, c'est on comptait en gros une dizaine de menuisiers en siège en tant qu'artisans, pas dans les manufactures, en France et essentiellement basés sur Paris, et Ouais. qui faisaient surtout de la restauration Ouais. ou faisaient du prototypage. J'ai jamais rencontré un menuisier en siège artisan à plein temps. Comme Alors, je peux c'est pas ton dire cas, que quoi. comme c'est l'objectif que je me fixe, parce que, comme j'ai dit, j'ai quand même une production principalement en ébénisterie. Mais de plus en plus, en montrant mes chaises, les gens le voient. Donc ensuite, D'accord. pour répondre aussi à ta question sur comment trouver ses clients, c'est faire beaucoup de com, de la communication ciblée, et puis c'est faire des salons adéquats, trouver les lieux où justement cette clientèle qui a un peu plus d'argent va être. Toi, tu es alsacienne, donc tu dois connaître le salon Résonance. Ouais. C'est Bon, moi, alors pour ma part, moi, ça fait 20 ans que je suis à mon compte. J'ai fait énormément de salons, y compris le salon Résonance, les maisons et objets et tout ça. Et j'ai un avis très mitigé sur l'intérêt des salons. Et, c'est vrai que le je modèle pense des que salons, il est de plus en plus compliqué, je trouve. Ça a d'ailleurs été la réflexion de départ de la création de BRT, là, notre collectif, c'était de se dire que si on comptait que sur les salons métiers d'art, si on je t'en comptait prie. que sur ces salons-là, c'était très compliqué. Moi, d'ailleurs, à chaque fois que je fais un salon, euh, les collègues donc, qui ont plus d'expérience que moi me disent que c'est pire que l'année d'avant. Donc, je me dis que c'est pas très optimiste. Non, non. Moi, je pense qu'il faut absolument pas faire de salon, que c'est pas du tout. C'est vraiment ce que je pense, hein, c'est qu'il ne faut plus aller dans les expositions. C'est un endroit où on te fait juste dépenser de l'argent pour payer des mètres carrés et pour être rentable sur une expo. Ou alors, ça va être une opération de com. Au lieu de payer une publicité dans L Décoration, bah voilà, tu payes un stand. Mais à mon avis, pour le même prix sur L Décoration, ce sera plus d'impact. Ouais. Après, c'est vrai que surtout que si ensuite tu veux faire des salons qui sont on va dire justement haut de gamme, etc., ça revient vite très cher. Hein. Moi, ça, on s'en aperçoit vite fait. Alors, moi, je serais moins catégorique. Ou alors, en effet, je rejoindrai un peu ce que tu dis, c'est que moi, je le vis beaucoup comme une dépense de com, d'être dans certains salons. Après, je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire. Hein. Moi, j'aime bien, j'ai pu participer et en remporter. D'ailleurs, j'aime bien faire des concours. Oui. Déjà, sans même d'ailleurs de parler de les gagner, mais c'est un temps, voilà, on a un sujet sur lequel on s'oblige à faire de la création parce que faire de la création, c'est pas si évident que ça, de se prendre un temps sur lequel on va pas être entre guillemets productif et parfois ça peut prendre très longtemps. Comme je disais, sur une chaise, parfois ça peut prendre 1 ou 2 ans de travailler sur une chaise. Donc c'est des longs processus. Donc, quand on s'inscrit à un concours, au moins, on a une date, on va se concentrer là-dessus. Et puis, ça va amener, si on est présélectionné, à une expo. Oui, ça va amener une Donc, visibilité. je trouve Oui, que c'est pas mal, à la fois pour soi, pour créer des objets, et à la fois pour les exposer. Et puis, après, il y a tout ce qui est démarchage auprès d'une clientèle, d'ailleurs, pas uniquement des particuliers, mais ça peut être aussi des professionnels. Puis, moi, ce que j'aimerais, et ça, il va falloir que je m'investisse un peu plus là-dedans. Là, j'ai eu quelques contacts. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les salons sont intéressants. Ça va être aussi en contact pro, d'avoir des galeristes ou des intermédiaires qui souhaitent exposer vos objets. Quoi. C'est ça. C'est-à-dire que toi aussi, ce que tu fais, il faut que tu nous parles. Donc, tu nous as parlé de Ironde. Et je voudrais que tu nous parles aussi de l'autre pièce que tu as faite. Parce que c'est effectivement des objets, c'est vraiment des objets que tu as créés qui sont plus de l'ordre de l'objet d'art et du fait sur le deuxième projet en question, donc j'ai intitulé la Lifoloise. Donc c'est vraiment un projet artistique, c'est une sculpture en hommage au menuisier en siège. Donc c'est pas du tout une chaise sur laquelle on va s'asseoir. D'ailleurs, ce serait pas possible physiquement. Donc l'idée derrière cette chaise, c'était en fait, c'était un peu le fruit de mon parcours. Ce que je disais au début, moi, je vivais à Nancy et je savais même pas qu'à 1 heure de chez moi, il y avait la capitale du siège. Donc c'était assez triste. Et c'est un peu, d'une manière générale, on s'est éloigné des
processus de production. On n'est plus très au fait de comment se fabriquent les choses, justement parce que les artisans sont plus à côté de chez nous. Donc, voilà, on va consommer des choses qui viennent de l'autre bout du monde et dont on ne sait absolument pas comment elles ont été fabriquées. Et donc voilà, la Lifola, c'était un peu pour montrer le travail des menuisiers en siège. Donc la menuiserie en siège, c'est surtout un art de la courbe. On va travailler des courbes. Donc comme tout le travail du bois, le travail consiste à enlever de la matière. Et donc je voulais remettre en fait toute la matière nécessaire pour faire une chaise, la rendre visible encore une fois avec de la résine. Et donc, chaque pièce de ma chaise, donc là, c'est la Lifola, je me suis basé sur une chaise Louis XV, donc vraiment typique de ce qu'on appelle le goût français, voilà, de l'excellence de ces pièces-là donc au XVIIIe siècle. Et donc, on trouve qu'on a tous déjà vu une chaise Louis XV. Donc, voilà, je l'ai faite entièrement à la main en reprenant les process traditionnels de fabrication d'une chaise. C'était d'ailleurs l'année juste après que l'IFOL ait obtenu l'indication géographique pour le siège de l'IFOL. Donc, chaque pièce de ma chaise, ensuite, une fois qu'elle était finie avec toutes les courbes, je l'ai emprisonnée dans un volume de résine qui représente ce qu'on appelle le volume capable. C'est le volume de bois dont on a besoin à la base pour créer ensuite la pièce dans laquelle on va faire toutes les découpes, tout le travail à la main, à la guimbarde, à la râpe. Et donc, l'idée derrière cette chaise, c'est que tout ce qu'on voit en transparence, c'est vraiment le travail de l'artisan qui est venu sculpter la matière. Exact. Donc voilà, c'est une pièce qui est beaucoup plus conceptuelle que ma chaise e-ronde. Et ça, particulièrement pour ce genre de pièces, là, c'est vraiment faire des expos et surtout trouver des galeristes, des gens qui sont intéressés par l'histoire que je viens de raconter. Exactement. Ok. Après, je dois dire, c'est un travail que je n'ai pas encore fait. Donc, bon, après, voilà, ça commence, tu as toute la vie. Hein. Oui, non, mais en plus, je suis très content de comment ça se passe. Moi, je pense que j'ai pas mal de chance aussi. C'est forcément du travail, mais c'est aussi de la chance des gens qu'on rencontre. Ok, bon. Bah, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Mais c'était tout à fait passionnant. Tu as eu plein de choses à nous raconter, tout ton parcours, les valeurs que tu portes à travers ton métier, tout ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais ajouter? Voilà, pour parler des métiers d'art en général, t'en prie. Encore une fois, il y a plein de gens qui me contactent pour parler des métiers d'art, parler des reconversions. Moi, je suis très honnête. Dès le départ, j'insiste sur le fait que c'est pas évident, qu'on ne vient pas dans ces métiers-là si on veut devenir riche. On ne le fait pas pour ça. Et je ne dis pas ça pour décourager les gens. Au contraire, je le dis pour dire que être artisan d'art aujourd'hui, c'est pas juste un métier, c'est un choix de vie. Et que voilà, ça peut être un peu plus la galère, surtout quand on commence, mais que ça vaut le coup à condition de savoir pourquoi on le fait. Donc voilà, moi je suis très heureux d'être artisan d'art, mais voilà, c'est un combat au quotidien. Et puis la période qui s'ouvre est forcément un peu inquiétante pour nous qui sommes indépendants, mais voilà. Et puis aux artisans d'art aussi, là, dans la période, s'il y en a qui nous écoutent, serrer les dents là, pour la période et puis de tenir parce que c'est des métiers qui valent le coup. Et on parle beaucoup de monde d'après et je pense que les métiers d'art sont une des solutions parmi d'autres, mais une des solutions aux enjeux du XXIe siècle. Ouais, ça, j'en suis convaincue. Ouais, c'est tout à fait vrai. Après, moi, je suis pas pessimiste sur la période qui arrive. Je suis pas. Je pense qu'on peut devenir riche en étant artisan d'art. Ouais, tu penses? Oui, j'en suis convaincue. Voilà, il faut juste adapter sa communication, différentes choses. Et en fait, c'est ce que j'ai découvert moi il y a 5 ans. Hein. Ouais. J'ai découvert des méthodes de fonctionnement, de commercialisation, de marketing qui étaient très loin du monde dans lequel j'étais pendant 15 ans. Ouais. Et voilà, donc je suis convaincue qu'il est tout à fait possible, sans parler de devenir riche, de tout à fait vivre correctement. Voilà, tout à fait gagner sa vie correctement. Voilà, gagner sa vie correctement de manière. Voilà. Et c'est clair que c'est aussi la richesse de ce qu'être artisan et c'est aussi la difficulté, c'est qu'on maîtrise un métier technique, des savoir-faire, mais à côté de ça, on exerce 15 autres métiers. Quoi. On est photographe, on est scénographe, on est webmaster, on est comptable.
Et on est vendeur. Et ça, souvent, d'ailleurs, on l'oublie. Enfin, en tout cas, pendant nos formations, on se prépare pas à être vendeur et c'est pas une relation si évidente que ça. C'est Moi, pour ça ça m'a mis du temps à être à l'aise. moi qui forme les gens, je forme les gens notamment à la partie vente. Et pour que jamais, jamais j'entende mes élèves s'excuser de donner un tarif. Mais c'est vrai que c'est aussi des pas psychologiques Exactement. à maîtriser. Moi, je sais au Ouais. début, voilà, on calcule son prix et puis voilà, la première erreur qu'on fait, c'est qu'on va le baisser. Ensuite, voilà, les gens vont quand même nous dire que c'est trop cher parce que, en fait, pour les gens, une chaise à 1 200 € ou à 1 000 €, pour beaucoup de gens, ça, c'est toujours trop cher. Et pour les gens qui auraient les moyens, ça leur changerait rien de payer 200 € en plus. Donc, c'est soi-même qu'on pénalise. Et puis voilà, moi, une fois que j'en ai vendu quelques-unes, je me suis dit, voilà, il y a une clientèle pour ça. Finalement, il y a des gens qui sont capables. Et puis, je comprends parfaitement les gens qui me disent que c'est beaucoup trop cher. Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une chaise comme ça, donc je le comprends. Mais du coup, voilà, c'est faire comprendre aussi aux gens qu'à chaque fois qu'on m'achète une chaise, je ne m'achète pas une piscine. Loin de là. C'est beaucoup de travail, comme toi, quand tu pisses une chaise, un siège, c'est beaucoup de temps de travail et c'est ce qu'on a perdu en fait comme réalité. C'est clair que le problème, il est là. C'est qu'il y a effectivement, il n'y a plus du tout la notion de faire les choses, de ce que c'est. Tu sais, pendant le confinement, les gens ont découvert qu'il fallait faire un peu quelque chose pour manger si on voulait manger. Ouais. Il y a plein de gens qui ont découvert que si tout était fermé, alors ils ne pouvaient plus se nourrir. Parce qu'ils ne savent plus faire cuire un œuf, les gens. Mais c'est parce qu'on est de plus en plus éloigné des réalités physiques. Exact. Donc, en fait, nous, je pense qu'une des choses que l'on porte dans les métiers comme ça, manuels, artisanaux, c'est vraiment le fait d'être reconnecté avec l'essentiel de la vie, quoi, les choses. Mais les gens, ils sont très preneurs de ça. Moi, Exactement. Souvent, que ce soit des clients ou pas, mais les gens sont curieux de savoir comment on fait et c'est aussi notre rôle d'en parler, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ultra important. Moi, souvent, je dis aux clients, vous me demandez de vous faire juste une planche. Si vous savez le temps que ça prend de faire juste une planche, voilà. Peut-être que vous... Mais d'ailleurs, c'est ça aussi qui est bien. Parfois, aussi quand souvent on va faire des démonstrations ou parfois faire un peu de formation d'une manière ou d'une autre, quand les gens découvrent le temps qu'on met, tout de suite, ils comprennent mieux, quoi. Alors, c'est pas ça qui va augmenter leur portefeuille, donc exactement. ils n'ont toujours pas les moyens. Ou alors, ils se diront, j'économise parce que je sais pourquoi je veux ça. D'ailleurs, on n'a pas que des, je dis ça, c'est un peu exagéré, mais on n'a pas que des clients qui ont énormément de moyens. Il y a aussi beaucoup de gens, soit qui ont un peu plus conscience de ces enjeux-là, et donc qui vont consommer moins et qui vont consommer mieux, ou même je trouve qu'il y a pas mal de gens qui sont à la limite ou qui sont partis en retraite, donc qui ont moins de soucis, on va dire. Oui, qui ont les grands-enfants. Qui ont envie d'investir. Pour eux, ça fait une grosse somme, mais ils ont envie d'avoir une belle salle à manger ou un beau fauteuil garni. Exact. Ou alors, ils ont hérité, ils ont une petite somme. Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, c'est un choix. La clientèle des métiers d'art, c'est souvent des gens qui ont des choix de consommation très clairs, quoi. Et c'est comme il y a 15 ans, enfin, vous savez, ça doit faire 15 ans maintenant que le bio a vraiment commencé en agriculture. C'est pareil, donc voilà, c'était forcément plus cher parce que c'était plus de travail, etc. Et il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça, quoi. Moi-même, très concrètement, moi, je suis un dispositif de couveuse d'entreprise, donc je ne me rémunère pas par mon activité, mais du coup, j'ai droit au RSA. Je suis au RSA, mais je vais dans une ruche pour m'alimenter, donc parce que je préfère mettre mon argent là que dans voilà. Voilà, c'est un choix de vie et un choix. Et donc la consommation, c'est pareil, ça peut être la même chose, quoi. Et ça revient aussi sur le problème du mobilier aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que c'est particulièrement en France. C'est qu'il n'y a plus cette tradition de garder des meubles pendant longtemps, de les transmettre à ses enfants. Donc, la notion d'investissement, elle s'est réduite. Maintenant, on achète un meuble, puis au premier déménagement, si on démonte le meuble, on ne peut plus le remonter. Donc, mais comme on a envie de le changer, mais ça revient parce que les gens, on en revient de ça. Les gens sont plus au courant de tous les problèmes que ça pose. Exactement.
aussi envie, et c'est l'avantage des artisans d'art, d'avoir des intérieurs qui soient un peu différents, hein, parce que Sinon, si vous allez sur Airbnb, enfin, on a tous les mêmes intérieurs qu'on habite Bangkok ou Paris. Alors, du coup, exactement, c'est partout pareil, ça vient du même endroit. Et ouais, c'est vrai. Bon, bah Sacha, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était très, très intéressant. Je suis sûre que ça va avoir convaincu tout le monde. Il y aura le lien sous la vidéo de ton atelier à Nancy, c'est ça, hein, de ton site, de ton collectif d'artistes dont tu corresponds, et puis évidemment vers ta chaîne. J'espère qu'on se rencontrera en vrai. Bah ouais, maintenant qu'on va pouvoir revoyager, on va pouvoir se côtoyer, quoi. Alors, j'ai bien compris, je te rencontrerai pas sur un salon, mais… Il y a des chances si, en visiteur peut-être. En visiteur, bah… Mais en expo, il y a peu de chances. Bah ouais. En tout cas, merci beaucoup, et puis à très bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt, Sacha, et merci beaucoup. Salut. Salut.